Voilà, ça fait 30 ans que je suis au service de probation en Angleterre et on a vécu des années où on se sentait un peu à l'écart des choses dans le système de justice. Et puis, dans l'an 2001, le nouveau gouvernement de Tony Blair, ils ont annoncé qu'ils allaient partir sur un grand projet qui était la mise en œuvre totale des principes de What Works dans le système de probation en Angleterre. Et moi et mes collègues, on avait entendu parler des principes de What Works avant, mais on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire en réalité. Et avec l'annonce de ce projet, le gouvernement a annoncé également qu'il allait augmenter le budget du service de probation en Angleterre de 70%. Et là, on se croyait au paradis. Pour ces types, ils ont annoncé aussi qu'ils allaient renforcer les effectifs, ces types, par 70% aussi. Et on pensait, enfin, on aura des ressources pour faire quelque chose qui va compter. Mais on ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas tout simplement question de renforcer le système traditionnel de probation avec des suivis individuels, mais c'était une révolution dans le système de probation et ils ont largement remplacé le suivi individuel avec un suivi collectif, avec des programmes, une vaste gamme nationale de programmes de groupe très structurés, basés sur les principes de What Works, basés sur les principes du cognitivo-comportementalisme. Et c'était ça qui était tellement révolutionnaire pour nous. Avec ça, des instruments d'évaluation très structurés. On a commencé avec l'LSIR qui était importé du Canada, et puis on a commencé à inventer nos propres systèmes d'évaluation. August, qui était assez simple, qui était basé sur une analyse des facteurs statiques de risque, et puis on est passé sur OASIS. OASIS, c'était un instrument d'évaluation très complexe et très complète. Donc, ce qu'on voit, en tout cas Marc, c'est que dans votre évolution du système anglais, dans ses débuts en 2001, c'est qu'on a une introduction du What Works qui se fait non pas dans la continuité des pratiques, mais dans une rupture, en tout cas un changement assez radical dans la façon de faire, avec notamment la part que prend le collectif, les prises en charge en groupe, en collectif, et qui prend le pas sur l'accompagnement individuel. Parallèlement, il y a des évolutions aussi, comme l'introduction d'instruments d'évaluation. Les instruments d'évaluation, ils ont pour but de venir appuyer l'analyse qui est faite par les professionnels quand ils démarrent un accompagnement. Le but d'une évaluation, c'est de définir un plan d'accompagnement, savoir sur quoi on va travailler, comment on va travailler. Et on a un cerveau qui a beaucoup de biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui peuvent nous amener à avoir en tout cas nous orienter sur des choix qui sont en fait liés à des stéréotypes ou à des raccourcis de pensée. Et c'est pour ça que l'instrument d'évaluation, normalement, il est élaboré dans un protocole de recherche avec certaines règles bien précises qui visent à s'assurer que ce qu'on va identifier est directement corrélé à la récidive. Donc c'est pour ça que l'Angleterre développe à ce moment-là des instruments. Exactement. Et voilà, pour illustration, ça c'est un écran de OASIS, de l'instrument OASIS, qui consiste en 38 écrans comme ça pour aborder tous les facteurs de risque dynamique, tous les besoins criminogènes en 13 parties. Et ça, chaque probationnaire et chaque détenu a une évaluation avec l'OASIS au commencement du suivi ou au commencement de la peine. Et ça dure 2 heures pour compléter. Et moi, quand je faisais cette évaluation, quelquefois je perdais la volonté de vivre à mi-chemin parce que c'était tellement compliqué. Mais c'était très bien fait parce que ça nous donnait non seulement une prédiction du risque de récidive de chaque probationnaire, alors ça nous aidait à définir le niveau
d'intervention, le niveau du suivi, mais aussi ça nous donnait les axes de travail, parce que ça, c'était très bien à identifier où étaient les problèmes dans la vie du probationnaire qui lui mettaient à risque de récidiver. Alors pour nous, c'était assez apprécié, et c'était, même si c'était compliqué, c'était assez bien, mais parce que c'était si compliqué, on a commencé à être divisé en équipes très spécialisées. Alors, il y avait une équipe de cette type spécialisée en évaluation, et on ne faisait que des évaluations initiales, puis une autre équipe de collègues qui étaient les animateurs de programmes de groupe, et on était tous répartis en équipes très très spécialisées. Ça fait rêver en tout cas vraiment, et je trouve que cette image elle est pleine de couleurs, c'est très sympathique. En tout cas, c'est vrai qu'on reconnaît des évolutions qu'on a pu avoir en France. On a évoqué ce matin standardisation, bureaucratisation à un moment donné. On a une recherche de rationalisation de la façon d'accompagner les personnes. Cette évolution, on l'observe dans les autres pays du monde, c'est-à-dire que les autres pays qui commencent à intégrer le poids de force vont se heurter aux mêmes difficultés. On voit se développer des instruments d'évaluation, mais en Angleterre, à la fin des années de cette première décennie, les constats sont plutôt en demi-teinte. On pourrait dire que les résultats, il y a eu beaucoup d'investissements, des budgets conséquents, beaucoup de recrutement, et finalement, à la fin de cette première période, les résultats sont assez décevants. Qu'est-ce que tu peux nous dire de quels sont les problèmes constatés en Angleterre avec l'implantation du poids de force? Ok, je peux illustrer avec un diapo que j'ai pris de mon chef de service quand il nous expliquait comment notre service serait transformé dans un service de probation modernisé, suivant strictement les principes de WhatWorks. Il nous a montré ce modèle-là. Et il nous a dit qu'à gauche, chaque délinquant, il utilisait le mot délinquant, tous les délinquants, ils entrent dans notre système et il y a une série de phases. La première phase, c'est une évaluation complète d'un spécialiste utilisant OSIS. Et le but de cette évaluation, c'était d'identifier les problèmes, les risques, et puis d'identifier les programmes de groupe sur lesquels les personnes seraient envoyées pendant le suivi. Et tout le monde presque passait sur un programme de groupe général, de restructuration cognitive. Et ensuite, un groupe pour les délits spécifiques, les violences conjugales, conduite en état d'alcoolémie, c'est ça? Conduite en état d'ivresse. Oui, exactement. Ça peut le faire en état d'alcool. Oui, violence avec l'alcool qui est traité commun en Angleterre, et des autres programmes. Et après ça, enfin, un troisième programme de groupe pour la réinsertion. Et puis, on avait le volet pour les entretiens individuels, mais c'était réservé pour les personnes qui avaient des problèmes dans les programmes. Et puis, il avait le volet contrôle très très strict. Si un professionnel rate une séance d'un programme, il doit répéter la séance 2 fois, il doit répéter le programme entier, c'est-à-dire 20 séances, il doit tout répéter 3 fois devant le juge des prisons. Alors c'était très compliqué, très lourd comme structure, et mon chef, il nous disait, regardez que tous les délinquants, ils sortent de l'autre côté, tout vert, tout curé de la délinquance, comme si c'était la magie. Et moi, je disais, mais John, ça, pour moi, ça appartient, ça me paraît une explication de comment ça marche le turboréacteur. C'est quelque chose de très mécanique, très technique. Ça ne va pas marcher avec les êtres humains, surtout pas avec nos probationnaires qui sont parfois un peu chaotiques, qui ne vont pas très bien dans un système si parfait que ça. Et c'était la réalité, parce qu'on avait perdu un peu l'élément humain, on avait perdu presque totalement la relation humaine entre le probationnaire et ses pipes. Parce que chaque phase,
c'était un autre CPIP. L'évaluation, c'était un collègue. Les programmes, c'était des animateurs de programmes. Les entretiens individuels, c'était un autre CPIP. Et en effet, chaque professionnel, il avait 6, 7 ou 8 CPIP pendant un suivi de 18 mois. Pour moi, ça, c'était la base de nos problèmes. Et puis, en plus, on a trouvé que les agents de probation, ils n'appliquaient pas vraiment tout le temps les principes de l'RBR parce qu'ils révélaient un système si rigide et si strict. Et puis, en plus, on avait beaucoup de probationnaires qui étaient partis en prison parce qu'ils ne pouvaient pas supporter d'être dans un programme de groupe. Et puis, quand on a regardé les résultats, parce qu'en Angleterre, on suit tous les probationnaires et on regarde le taux de recommandation, et on a trouvé, au bout de 10 ans, de beaucoup d'efforts, beaucoup d'enthousiasme, qu'on avait eu le résultat de baisser le taux de récidive par 2 points. 2 points de pourcentage, qui n'est pas beaucoup pour tout cet effort. Et c'était ça le pire de toute cette phase de notre développement. Donc on le voit, intégrer un plan de pratique comme celle-ci dans un système juridique et milieu de la pratique, c'est pas évident. Et en fait, les mêmes constats vont être faits dans les autres pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va chercher à implanter ça dans le monde réel, on va se heurter à une difficulté, notamment une des difficultés qui est constatée, c'est que beaucoup de programmes se développent dans tous les pays. Par exemple, le Canada, on va avoir des programmes qui se développent en centre jeunesse, auprès des mineurs, auprès des majeurs aussi, et à peu près partout, on voit des programmes se développer. Un premier constat, c'est beaucoup d'abandon. L'abandon, on pourrait dire, on s'en fout pas mal en fait, les gens abandonnent, quelle importance. Le problème de l'abandon, qu'on appelle en recherche l'attrition, c'est que l'attrition est associée à des taux de récidive plus élevés. Il vaut mieux que quelqu'un ne participe pas à un programme plutôt qu'il y participe et qu'il abandonne. Ça pose un problème. C'est l'objectif d'un programme, c'est de favoriser la réhabilitation et éviter et faire en sorte que les gens sortent plus vite de la délinquance. Donc ça, c'est un vrai problème qui va se poser. Autre souci, c'est, donc finalement, la question qui se pose, c'est comment on favorise l'engagement des personnes dans les interventions. L'autre souci qui se pose, c'est que, et ça dès la fin des années 80, Andrews, Kiplings et d'autres chercheurs le vérifient, c'est que quand on observe les pratiques d'accompagnement, par exemple en milieu ouvert, on va appeler la supervision communautaire, on se rend compte que cet accompagnement est plus efficace, il a peu d'impact sur la réduction de la récidive, et pour quelle raison? Le modèle RPR n'est pas respecté. Le principe du risque est peu respecté, les principes des besoins, c'est-à-dire les problèmes sur lesquels il faudrait travailler en entretien, finalement, sont peu abordés en entretien. Et la réceptivité, l'approche cognitive comportementale est quasiment pas du tout utilisée en entretien individuel. Un autre aspect, c'est un questionnement, c'est comment intégrer d'autres paramètres, un autre aspect que la seule finalité de réduction des taux de récidive, c'est comment intégrer des facteurs de réintégration sociale, comment amener les personnes qu'on accompagne à retrouver leur place dans la collectivité, pour retrouver sa place, mais durablement. Bref, ce qu'on va appeler comment aider les personnes à sortir de la délinquance. Donc c'est des vrais enjeux, et ce qui se passe, c'est qu'on voit que dans les pays qui ont introduit le loi de force, les premiers travaux sont beaucoup focalisés sur le respect du principe du risque, arriver à trouver des interventions qui sont bien proportionnées au niveau de risque des personnes, mais aussi des programmes qui travaillent sur les bonnes cibles d'intervention, les problèmes qui sont liés à la récidive. Mais à la fin de cette première décennie, un principe qui va surtout ressortir, c'est le principe de réceptivité. C'est la question du comment on traduit ces principes dans le monde réel. Concrètement, on a un paradigme qui est fondamental, qui est un vrai changement, c'est de considérer la délinquance comme un comportement appris. Au fond, l'enjeu du voie de force, l'enjeu du RPR, c'est accompagner des apprentissages. Comment on peut créer des environnements, développer des méthodes qui sont favorables à des apprentissages.
Ça concerne les professionnels, c'est comment on accompagne les professionnels dans les services, dans de nouvelles habitudes, créer de nouvelles pratiques qu'ils vont acquérir, maintenir, développer. Premier enjeu, comment à l'échelle des usagers, on va mettre en place des méthodes qui leur permettent de développer des apprentissages, lesquels développer des compétences qu'on dit prosociales, des habiletés prosociales. Donc c'est toute la question qui se pose et le principe de réceptivité va prendre en fait des proportions beaucoup plus importantes et c'est l'enjeu qui va se poser aussi à l'Angleterre. Alors quelles ont été les stratégies que vous avez développées en Angleterre à partir de 2010 pour faire face à ces enjeux-là? Ok, merci. Tout d'abord, ce qu'on a fait dans la deuxième phase de notre développement, on a regardé les nouveaux modèles qui sont apparus depuis les années 2000-2010. Par exemple, les CCP principalement, qui sont venus dans 2004-2005, qui sont arrivés en Angleterre depuis le Canada, et on les a adoptés. Également, l'entretien motivationnel qui est devenu, comme on a vu ce matin, il est devenu de plus en plus important comme un outil dans l'entretien individuel et aussi dans le suivi collectif aussi. Puis, on a principalement de l'Écosse, on a su les idées de la résistance de nos collègues écossais, les chercheurs, les praticiens qu'on fait soutenir. Ça a été très très révolutionnaire pour nous, avec notre système rigide et un peu opprimant, je dois dire. Et enfin, on a adopté l'idée de l'évaluation collaborative, d'impliquer le professionnel beaucoup plus dans l'évaluation. Alors l'évaluation, ce n'est plus une chose qui est sur mon ordi que je fais sur le professionnel, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et ça a été un peu une révolution dans nos pratiques, utilisant ces 4 nouveaux modèles. Et ce qu'on a fait, on a formé tous les praticiens et ce qui est le plus important, tous les cadres aussi dans les principes, dans les méthodes des Core Correctional Practices. Et en plus, on a fait un vaste programme national pour tous les agents de comment intégrer les CCP dans leur pratique quotidienne. Puis, on a revalorisé l'entretien individuel. Avant, j'ai un chef de service qui, c'était un peu évident, qui méprisait un peu l'entretien individuel. Et les agences, ils se sentaient que leurs compétences étaient sous-valorisées à faveur d'une machine avec une machine avec un manuel. Puis, on a revalorisé l'entretien individuel et l'entretien individuel a repris son place au centre des pratiques de probation. C'est le vécu principal, la relation entre le CPIP et le probationnel, c'est le vécu principal du changement. Et sans ça, rien ne va changer pour nous. Et puis enfin, on a changé le rôle des cadres. Avant, c'était surtout contrôler si les programmes étaient faits comme dans le manuel. Maintenant, nos cadres, nos chefs d'équipe, ils ont le rôle de coaching. Ils font le coaching pour toute leur équipe parce qu'ils savent bien les principes de CCP, parce qu'ils sont formés et même ils les ont pratiqués avec les professionnels avant d'observer et de faire le coaching et le feedback pour tous les CPIP. Et en plus, on a créé un nouveau rôle de père de CPIP qui a la moitié de son temps, il a des dossiers, les professionnels les plus compliqués, et l'autre moitié de son temps, il aide ses collègues à s'approprier et appliquer les principes de CCP à leur suivi. Alors on a un accompagnement qui va s'enrichir avec de nouveaux modèles qui vont se structurer, surtout on a vraiment un travail de structuration de l'accompagnement avec un plan de formation national qui est le CIS et également
différents et un logiciel aussi. Mais tout ça permet de revaloriser l'entretien individuel qui est davantage structuré et une plateforme aussi qui permet de faire une évaluation collaborative. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots justement en quoi ça consiste? Oui, voilà, on a le programme de formation SEEDS pour renforcer les compétences des agents et mieux structurer et mieux cibler les entretiens individuels, les suivis individuels. Puis on a introduit les outils, mais les outils simples et accessibles que les agents peuvent utiliser dans le suivi sans que ça soit tellement structuré que ça risque d'écraser la relation humaine entre le CPIP et le probationnaire. Puis on a transformé l'évaluation en évaluation collaborative. Voilà, ça c'est le système de formation SEEDS. Ce qui est révolutionnaire, c'est que c'est continu et ça comprend les cadres ainsi que les CPIP. On est tous ensemble dans un projet de mieux cibler, mieux structurer, mieux utiliser les compétences des agents dans l'entretien individuel. On a un plan de séance pour structurer chaque séance du suivi qui est simple pour vous en français. Chaque séance, le CPIP utilise une fiche très simple pour structurer et bien cibler la séance. Puis, voilà. Et puis, où il dit intervention, ça veut dire que dans une séance de 30 minutes, on utilise 20 minutes pour une intervention pour cibler les besoins criminogènes, utilisant les plans de séance qui sont basés sur les principes cognitivo-comportementaux et avec les outils simples et accessibles. Et ça, c'est le nouveau système d'évaluation qui a remplacé l'OASIS, qui s'appelle MSAT, et c'est conçu pour avoir une interface si simple que le probationnaire et le CPIP peuvent le faire ensemble sur l'ordinateur. Et je viens de faire un rétexte avec des collègues qui m'ont dit qu'ils étaient très douteux tout d'abord. Ils disaient ça ne marche pas tout de suite, mais ils ont dit que ça marche très bien. Ils ont vu les probationnaires s'impliquer dans leurs propres évaluations. Ils sont plus honnêtes et ça leur intéresse beaucoup de plus s'ils peuvent être présents et participer à l'évaluation. Voilà, c'est très simple. On touche les boutons rouges pour indiquer un facteur de risque et on touche les boutons verts pour indiquer un facteur de protection ou de résistance. On a bien intégré les idées de la résistance et les facteurs de protection. Ce n'est pas seulement d'identifier les problèmes et les risques chez les probationnaires, parce qu'avec ça, on risque de voir tous les probationnaires qu'ils ne sont que des sacs de risques qui marchent. Déjà, on gagne en couleur, moi je trouve, parce qu'avant c'était gris, là, on a gagné des couleurs, mais c'est une évolution pour moi. Moi je suis BD, donc dès qu'il y a la couleur, ça me va bien. Et on voit qu'on a une offre d'accompagnement qui s'est diversifiée, c'est-à-dire plus l'offre est diversifiée, mieux aussi on peut répondre à des besoins personnalisés. C'est 2 fois 10 ans, cette évolution-là. Avec des adaptations qui sont, là c'est en Angleterre, chez nous ce sera encore une évolution. Et aujourd'hui, les enjeux qui sont les nôtres, c'est comment on accompagne les personnels, et c'est des enjeux de formation. On peut se réjouir de l'évolution importante, notamment au cours de la dernière décennie, les contenus de formation ont beaucoup évolué. L'entretien motivationnel, 3 jours plus 1 jour retour sur expérience, c'est pas énorme, mais c'est déjà là. Et la plupart des contenus qu'on a dans le référentiel des pratiques opérationnelles sont dans le plan de formation initiale. L'évaluation structurée, les correctional practices, les interventions cognitives comportementales. De là à se réjouir et à ce qu'on les partage, j'en serai pas là. Pourquoi? Parce que le plus dur reste à faire. En fait, quelles sont les modalités privilégiées de formation encore à l'ENAP sur ces sujets-là? C'est ça, c'est un amphithéâtre, même beaucoup plus plein que ça. C'est 200, 300 élèves. Alors, est-ce qu'on forme des élèves aux pratiques de suivi fondamentales qui demandent quoi? Du savoir-être, du savoir-faire et
méthode? Non. D'une part, les modalités de formation, elles doivent être repensées, mais aussi comment on accompagne un être humain dans l'acquisition de compétences qui vont se maintenir dans la durée. Ça demande une formation de qualité, on respecte les méthodes qui ont fait leur preuve, mais aussi on accompagne les professionnels dans le maintien et la consolidation de ces compétences. Ça veut dire que normalement, après une formation, on a des feedbacks réguliers. On a des séances de rafraîchissement, et c'est à ce prix-là, 1 an après une formation, qu'on peut dire qu'une personne est formée et met en pratique, dans son quotidien, certaines pratiques. Donc, je dirais que les défis sont importants pour nous, c'est comment on va accompagner nos professionnels dans l'introduction de nouvelles pratiques dans leur quotidien. Pour le moment, très honnêtement, et au regard des pratiques de formation à l'étranger, sur certaines notions, on fait de la sensibilisation et non pas de la formation des professionnels, notamment sur des domaines aussi incontournables que les corps correctionnels practice. Donc, peut-être un message qu'on peut garder, c'est qu'en misant sur la montée en compétences des personnels, on mise sur une qualité de service, parce que toutes les recherches ont montré que les formations de qualité sur les bonnes pratiques, elles sont associées à une baisse de la récidive. Donc ça, c'est aussi une donnée qui montre que la montée en compétences des personnels, c'est un défi majeur. On a quand même, à cette année d'anniversaire des 20 ans du SPIP, aussi une évolution culturelle. C'est qu'en venant s'adosser à un corpus théorique, à un corpus de méthodes qui est partagé par notre pays, les SPIP viennent appartenir à une communauté de pratique qui est plus enfermée dans des frontières, mais c'est une communauté de pratique qui n'a plus de frontières. C'est-à-dire qu'on peut échanger avec des collègues anglais, d'Amérique, espagnols, du Portugal, de l'Écosse, et on va parler le même langage, les mêmes sujets et les mêmes enjeux. Les enjeux sont ceux d'aider des personnes, qui sont des êtres humains, en fait, sont nos semblables, dans de nouveaux apprentissages pour occuper la place qui est la leur dans la société. Merci à tous.